Bonjour à tous, encore une joie de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission Les Carnets culturels. Aujourd'hui, nous recevons dans la première partie le professeur philosophe Djiby Diakhaté, cette fois-ci pour parler du pouvoir des images en communication politique. Et dans la seconde partie, nous aurons un entretien avec Madame Nina Wade sur son livre « Deux femmes, trois âges ». Bonjour professeur Diakhaté. Oui, bonjour. Bienvenue à nouveau dans les Carnets culturels. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette belle émission qui me semble poser des problématiques qui sont actuelles et qui sont orientées vers notre vécu au quotidien. Alors cette fois-ci, nous allons parler du pouvoir des images en communication politique, des bourdes diplomatiques, également des campagnes publicitaires, des affiches publicitaires. Sans plus tarder, la première image, professeur, par ici. Ici, on voit un panneau d'affichage, donc Anta Babacar et notre très cher Khalifa Sall, candidat aux dernières élections présidentielles au Sénégal. Oui, en réalité, les images ont toujours joué un rôle excessivement important dans la communication de façon générale. Parce qu'il faut voir que le langage classique est plus ou moins déficitaire. Les mots ne nous permettent pas toujours de dire ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Des fois, il y a un décalage entre le langage et le vécu. Et c'est pour cette raison qu'on a considéré que d'une certaine manière, la meilleure façon de dissimuler ses sentiments et ses pensées, c'est de parler. Parce qu'en parlant, on a l'impression qu'on ne dit pas vraiment ce qu'on veut dire. Il y a un décalage entre ce qui est dit et ce qui voulait être dit. Et donc, la seule façon, en définitive, de lutter contre ces insuffisances du langage, c'est de faire recours à l'image. Puisqu'on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, l'image parle beaucoup plus profondément que le mot. Même si le rôle du mot, même si l'ambition du mot est de dire, on se rend compte, évidemment, que le mot, comme nous l'avons dit tantôt, est déficitaire. Il est lacunaire, il n'a aucune capacité de dire ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Et le langage attire notre attention de façon continue. Aujourd'hui, on parle de subliminal, c'est-à-dire que l'influence que ce langage, par les images, peut avoir sur notre subconscient et structure notre subconscient, détermine notre comportement et oriente nos choix. Et c'est pour cette raison précisément que les images des hommes politiques le plus souvent sont orientées vers l'horizon. Une certaine façon de dire au peuple que j'ai une vision, que j'ai une perspective qui est lointaine. Et cette perspective va nous amener à nous départir des difficultés dans lesquelles nous vivons et nous allons nous retrouver dans une sorte d'Eldorado comme l'envisageait Voltaire dans le Candide. Donc c'est toujours une vision qui est orientée vers l'horizon, c'est toujours un visage radieux, c'est toujours un sourire rayonnant. Parce qu'évidemment, on invite à l'opulence, on invite à une vie beaucoup plus heureuse que celle dans laquelle nous sommes. Sous ce rapport-là, on a l'impression que l'image politique, d'une certaine manière, est toujours accompagnée d'un besoin de manipulation, en réalité, et d'une promesse de paradis terrestre. Justement, professeur, en parlant de manipulation, on voit ici Anta Babacar Ngom, qui était la seule femme, qui s'est retrouvée la seule femme, on va dire, à cette dernière élection. Quel message délivrent réellement ces panneaux publicitaires? Oui, je crois que au-delà de l'image qui exprime une personne qui a montré qu'elle est dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'elle a pu déployer un certain nombre d'efforts pour se positionner dans l'espace de la production de façon générale, non pas seulement au Sénégal, mais au niveau de toute la sous-région. Donc c'est une façon de dire que être femme ne doit pas nous éloigner de l'entrepreneuriat. Contrairement à toutes ces considérations que nous avons reçues depuis notre tendre enfance, et que ces considérations ont eu tendance d'une certaine manière à éloigner la femme du cercle de production. On a voulu, dans une certaine mesure, paternaliser le cercle de production et considérer que c'est l'affaire seulement des hommes. Et que les femmes, de ce point de vue-là, seraient reléguées au second plan. Il faut voir déjà que dans la Genèse, nous sommes dans la Bible, Adam et Ève, ils étaient dans un jardin et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. Un jour, le serpent a dit à Ève, si vous mangez le fruit, vous devenez plus aussi intelligente que Dieu. Ève mange et devient intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, je suis devenue intelligente, tu dois faire comme moi. Adam a mangé et Adam a commencé à être intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière.
je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Alors si on regarde ce récit de la création, tout se passe comme si c'est l'homme qui est appelé à travailler et que la femme doit se contenter des activités domestiques. Dans nos traditions, nous avons dans une très large mesure continué à prolonger ce schéma-là en paternalisant l'activité de production et en maternalisant la gestion domestique. Alors je crois que ce que Anta Babacar est en train de faire, c'est une rupture par rapport à cela, en disant que maintenant, attention, nous devons tous travailler, parce que déjà dans la seconde épître aux Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Et le Coran affirme Sabbi Isma Rabbikal Ahla, lezi khalaqa fasawa ou lezi khadrafada. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui fixe son destin. Mais ça ajoute quelque part, Laqad khalaqna insana fi kabadin, je vous ai créé pour une vie de lutte. Je crois que ce schéma-là, ça traduit cela, ce besoin de lutter. Donc, on va dire que c'est un acte à encourager, le fait d'encourager également les dames à participer. Absolument. Absolument. Il ne faut plus que les dames soient simplement à un niveau cosmétique dans la vie politique, mais il faut qu'elles soient au centre des instances de décision, et Anta Babacar nous a invités à ça. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour cette analyse. Nous allons passer à la seconde image. Et là, on voit un homme qui a lutté longtemps, qui était opposant au pouvoir maquis, et aujourd'hui qui est Premier ministre au Sénégal. Mais l'image nous montre Ousmane Sonko lors de la présentation de son livre Solutions. Oui, ici nous sommes en présence de Ousmane Sonko qui parle à un public physique et un public plus ouvert. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a compris, et c'est valable pour beaucoup d'hommes politiques, qu'il y a un type de gestuel à utiliser lorsqu'on est en présence d'un public physique, c'est-à-dire le public qui est devant moi. Mais au-delà de ce public physique, nous avons un public virtuel et qui nous suit à travers les images, à travers les réseaux sociaux, etc. Et donc, de ce point de vue-là, en communiquant, il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a un public qui est là immédiatement devant moi, mais il y a un autre public qui est beaucoup plus éloigné et dont il faut tenir compte. Il faut en tenir compte à travers le gestuel, il faut en tenir compte à travers la forme du discours, il faut en tenir compte aussi à travers le contenu. Dans son livre, il parle de solutions, Ousmane Sonko, mais solutions, parce que évidemment, vous êtes en présence d'un peuple qui est plus ou moins désemparé. C'est le contexte africain, avec des difficultés rencontrées par les jeunes. Les jeunes, sur le plan académique, ont des problèmes pour être scolarisés. Certains ont le baccalauréat et n'arrivent pas à accéder à l'université. Des fois, on est dans des localités où il n'y a pas d'école du tout. On ne peut pas être scolarisé. Le taux d'analphabétisme est très élevé. Et puis après, vous avez un dispositif qui met l'accent sur la chance. Et la chance, c'est ce que l'on appelle avec Bourdieu le capital culturel. Parce qu'il y a des familles qui ont la chance d'avoir un capital culturel, un capital économique, un capital relationnel plus ou moins fort. Et ça se déteint sur la réussite, sur la chance des enfants. Par contre, vous avez le cultivateur, vous avez l'artisan, qui peut-être n'a pas ce même capital et qui voit ses enfants plus ou moins condamnés. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'aller à certaines écoles, de suivre certaines études, et pourtant, ils peuvent être intelligents. Ça veut dire que quelque part, nous avons ce que Michel Foucault appelle les prisons sociales. C'est-à-dire que vous êtes dans la société, vous êtes plus ou moins emprisonné du point de vue déjà de votre origine. On vous écarte de certaines chances, de certaines courses et de certaines compétitions. Donc, voilà beaucoup de difficultés que rencontre le continent africain. Et donc, en disant que moi, je viens apporter des solutions. Et c'est des solutions pour l'équité. C'est des solutions pour la richesse. C'est des solutions pour le bien-être. C'est des solutions pour la bonne gouvernance. Cela fait rêver, en réalité. Et c'est pourquoi, en fait, l'homme politique, quelque part, joue sur la notion de rêve. Il s'agit de faire en sorte que les gens se disent, au fond, même si nous n'avons pas de solution tout de suite, nous avons des solutions qui nous sont promises et que nous pensons que nous arriverons un jour à cette terre promise. Justement, professeur, on dit que l'espoir fait vivre. Est-ce que le fait de vendre du rêve, c'est pour nous maintenir, garder la foi qu'un jour demain sera meilleur? Oui, le problème, c'est cela. C'est qu'en fait, oui, il faut faire rêver, c'est important. Je crois que la vie est excessivement difficile. Nous rencontrons tellement de problèmes dans notre vécu quotidien. Nous sommes tenaillés par un ensemble de soucis.
Et nous avons besoin de rêver. En fait, nous avons besoin de rêver. L'artiste est quelqu'un qui nous fait rêver. C'est pourquoi il est important dans la communauté. L'homme politique, des fois, à travers ses promesses, nous permet de rêver. C'est important, il faut rêver. Mais en même temps, il faut travailler aussi dans le sens de donner du contenu au rêve. Parce qu'en réalité, on ne peut pas continuer aussi à dormir. Quand on parle de rêve, on parle de sommeil. À un certain moment, il faut se réveiller. Et quand on se réveille, on se heurte aux dures réalités de la vie. C'est-à-dire que donc, il faut mettre en place un dispositif qui nous permet de rendre réel le rêve que nous avons entretenu jusque-là. Et on se rend compte évidemment qu'en Afrique, il y a possibilité de le faire. Parce que nous avons une majeure partie de la population qui est jeune. Nous avons des terres qui sont des terres arables. Nous avons de l'eau. Il y a suffisamment d'eau en Afrique. Alors je crois que nous avons suffisamment d'opportunités, sans parler du sol et du sous-sol, beaucoup d'opportunités qu'il nous faut aujourd'hui exploiter. Et donc ça attend, je crois, un homme politique avisé qui se dit au fond, nous avons une richesse qui existe et cette richesse attend simplement la mise en place d'un certain nombre de conditions pour exploiter ces richesses et les mettre à la disposition des populations. Donc c'est tout le problème que nous avons. Nous avons des richesses qui existent, qui des fois sont exploitées par des personnes qui ne sont pas nous-mêmes, donc par des étrangers, mais qui les exploitent non pas au profit de nos populations, qui les exploitent et qui expatrient ces richesses-là vers leur origine. Est-ce que là, on ne va pas dire que le problème, ce sont nos dirigeants qui ne savent pas bien négocier? Il y a un problème de management, je le crois, sur le plan politique. Je crois qu'on a besoin d'un management plus avisé, plus engagé, plus ouvert et plus chevillé aux réalités locales. Parce qu'en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de se dire que nous sommes en train d'attendre Godot, pour parler comme Samuel Beckett. Godot est quelqu'un qui s'est réveillé le matin dans une contrée qui est traversée par la disette. Les gens ont faim, les gens ont soif. Ils se sont levés le matin, ils n'ont pas vu Godot. Et à compter de ce jour, tout le monde l'attendait. Une façon de se dire qu'à son retour, nos problèmes seront réglés. En réalité, je crois qu'on a besoin de celui-là qui est chevillé à nos réalités, qui est chevillé à nos problèmes, et qui se dit, au fond, nous avons des richesses, et ces richesses-là attendent simplement un management avisé, une direction politique qui soit une direction politique efficace, permettant d'exploiter tout ça, premièrement. Deuxièmement, que l'exploitation soit participative, c'est-à-dire que les forces des populations soient utilisées. On ne peut pas comprendre qu'on ait des cadres ici, qu'on ait des paysans ici, et qu'on aille importer des paysans et des cadres pour régler nos problèmes. On a des cadres, on a des paysans, on a des artisans. Et des fois, pour cultiver certaines espèces, on dit, bon, vous n'êtes pas compétent en l'espèce. On va chercher le cultivateur, etc. Donc, je crois que de la même manière que le Dalai Lama, chez les Tibétains, a constitué un espoir et qu'il a travaillé dans le sens de mobiliser un ensemble de générations vers la réalisation de ces espoirs-là, de la même manière en Afrique, on attend ce Godot-là, c'est-à-dire ce dirigeant avisé, ce dirigeant chevillé à nos réalités, patriote, qui se dit au fond que nous avons des richesses et que ces richesses, il faut les exploiter au profit des populations elles-mêmes. Merci beaucoup, professeur. Nous poursuivons avec la troisième image. Alors ici, c'est une image qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. Macron, le président Emmanuel Macron et le président Vladimir Poutine devant une table de 6 mètres qui les sépare. Votre analyse, professeur? C'est le mur du Kremlin. En réalité, on est passé du mur de Berlin au mur du Kremlin. Et on est passé de la réception à la déception. En réalité, c'est une rencontre qui met l'accent sur l'éloignement. Et qui nous montre quelque part, il y a un mur. Dans les années 89, avec la chute du mur de Berlin et avec la perestroïka et la glasnost sous Gorbatchev, on a considéré que c'est la fin de l'histoire. Francis Fukuyama en parle dans le dernier Homme. Tout se passe comme si on aurait un monde unifié qui se présenterait sous la forme d'un village planétaire dont parle Marshall McLuhan. Mais en réalité, on se rend compte qu'on n'est pas dans ce village planétaire. On est dans une logique non pas de côte à côte, mais plutôt de face à face. Face à face entre deux mondes différents, face à face entre deux idéologies différentes, face à face entre deux valeurs différentes. Donc ça montre évidemment qu'il y a une ligne de fracture qui sépare ces deux hommes-là. Là, il n'y a pas de communication, c'est plutôt des monologues simultanés. C'est-à-dire que chacun parle et se parle à lui-même, mais ne parle pas à son interlocuteur. Et pour moi, pourquoi c'est important? C'est que, regardez, ce type d'image-là, il est inconcevable et inenvisageable de le trouver en Afrique, ce type d'image. C'est-à-dire qu'en Afrique, on peut être des ennemis, on peut ne pas s'entendre,
on peut ne pas s'apprécier positivement, mais on reste parents quand même. Mais est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie politique? Oui, non, en fait, c'est un humanisme africain traditionnel qu'il faut revivifier et enseigner aux autres. En réalité, je parle bien de traditionnel. Le problème, c'est que nous avons été contaminés par ces gens-là. Cette façon de faire, nous ne la savons pas dans nos traditions. Dans nos traditions, c'est difficile dans les langues négro-africaines de trouver un nom qui renvoie à l'étranger. Parce qu'on ne connaît pas l'étranger. L'étranger, il fait partie de la communauté. On l'intègre dans la communauté à travers un mécanisme de correspondance qui fait que lorsque l'autre arrive, je lui donne un nom local équivalent de manière à l'intégrer dans le groupe et de manière à lui donner les mêmes privilèges que ceux-là qui sont considérés comme des autochtones. Les Wolofs disent « Nit nitay garabam », ça signifie l'homme est le remède de l'homme. On ne dit pas Wolof, le Wolof est le remède de l'Wolof. L'homme est le remède de l'homme. La même formule, vous la retrouvez chez les Alpulaar qui disent « Nedoko bandom ». La même formule, vous la retrouvez chez les Sérères qui disent « Oki no pogum ». Alors, une façon de dire que chez nous, l'homme est à respecter parce qu'il est humain. Et on ne se contente pas seulement de respecter l'homme, on va jusqu'à respecter le vivant, tout court, c'est-à-dire tout ce qui est créé par Dieu. C'est pour cette raison que dans nos cosmogonies négro-africaines, on respecte l'eau, on respecte la terre, on respecte les plantes, on respecte les animaux, mais à plus forte raison, l'homme. Donc je crois que nous avons quelque chose à enseigner aux autres. C'est cet humanisme traditionnel. Vous avez raison. Cet humanisme traditionnel, nous sommes en train de le perdre aujourd'hui. Et il est en train de se transformer en hypocrisie. Mais en réalité, dans nos traditions, c'était une réalité vécue, c'était une valeur forte. L'être humain, on le respectait pour ce qu'il est. La première charte qui a été signée en Afrique, c'est la charte de Kourougan-Foura au XIIIe siècle. Mais c'est Soundiata Keïta qui a battu les troupes de Soumaoro Kanté, et après sa victoire, il appelle ses ennemis à être ensemble et à discuter sur le futur de leur empire. Une façon de dire qu'en Afrique, on a toujours mis l'accent sur le partage, sur la solidarité, sur l'intersubjectivité, sur l'humanisme. Maintenant, il est vrai que le contact avec le blanc a changé beaucoup de choses. Un autre lien aussi, professeur, qu'il faudrait signaler, c'est qu'en Afrique, on est partisan de la réconciliation. Oui, parce qu'en réalité, lorsque nous vivons en communauté, nous devons toujours envisager qu'il y aura des difficultés. La vie en communauté est toujours accompagnée de situations de conflit. C'est toujours accompagné de situations de malentendus. Je vous ai dit tout à l'heure que le langage est pauvre. Et cette pauvreté du langage conduit des fois à des malentendus, à des conflits. J'ai dit une chose, vous l'interprétez négativement. Ça crée forcément un malentendu entre nous. C'est ce que Paul Ricoeur appelle le conflit des interprétations. Alors maintenant, puisqu'il y a des conflits, puisqu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a dans la communauté, on a besoin d'espace de réconciliation. Il faut voir que Nelson Mandela, lorsqu'il est sorti de prison, il a appelé à la réconciliation en Afrique du Sud. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans beaucoup de pays africains, on trouve des dirigeants qui en appellent à la réconciliation. Mais je crois que l'élément qui me semble être le plus important, c'est l'anticipation. Un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est qu'on est plus dans le curatif que dans l'anticipatif. Alors, ça veut dire qu'on attend souvent que des difficultés se présentent pour commencer à chercher des solutions. On n'est pas souvent sur la prévention. Et c'est cette prévention qui doit nous pousser à mettre en place un dispositif de dialogue permanent qui nous permet d'éviter les situations de déchirure profonde. Quand c'est urgent, dit Talleyrand, c'est tard. Or, nous avons tendance à ne gérer que des urgences. Alors, je crois que pour éviter ça, oui, il faut aller vers la réconciliation, mais il faut s'installer dans une dynamique de prévention. Faire en sorte que les conflits ne soient pas ouverts, ne soient pas profonds, que les ruptures ne soient pas dangereuses avant de commencer à agir. Donc, l'esprit de la réconciliation, si vous voyez bien, le plus souvent, ça n'intervient qu'après des déchirures très profondes. Ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple. Après, on dit il faut mettre ensemble Hutu et Tutsi autour d'une table et qu'on réfléchisse ensemble. Mais qu'on oublie que dans nos traditions, le plus souvent, quand on mangeait autour du bol. Et autour du bol, chacun tenait le bol avec la main gauche. Le bol ne devait pas bouger, le bol ne devait pas tanguer. Ce bol-là représente la société que nous partageons et que chacun doit tenir ce bol pour que cette société ne soit pas dérangée. Ça demande de l'éducation dès le bas âge, ça demande l'installation d'un certain nombre de ressources culturelles chez l'enfant dès le bas âge. Mais problème, en Afrique, nous sommes en train de perdre nos traditions, nous sommes en train de perdre nos usages, nous sommes en train de perdre notre âme. Le contact avec l'homme blanc a fait que nous nous éloignons de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que Chinua Achebe, cet écrivain nigérian, parle du monde s'effondre. Le blanc est très malin, dit-il. Il est venu tranquillement et paisiblement avec sa culture
Nous nous sommes amusés de sa naïveté et nous lui avons permis de rester. Maintenant, il a conquis nos frères et notre clan ne peut plus agir comme un seul homme. Il a placé un couteau sur les choses qui nous tenaient ensemble et nous sommes tombés en morceaux. All things fall apart. Nous sommes tombés en morceaux. Ça constitue une sorte de balkanisation de l'Afrique, un émiettement de l'Afrique avec des frères africains qui se considèrent comme des ennemis, alors qu'ils devraient se considérer comme des membres d'une même et unique famille, qui est la famille africaine. Ça ne signifie pas pour autant que les Africains devraient se renfermer sur eux-mêmes. Ça signifie qu'on doit être ouvert, mais avant de s'ouvrir, il faut d'abord s'enraciner comme parle Senghor. On a besoin de ce compagnonnage entre Isabelle et Soukaina. On a besoin de ce compagnonnage entre Taylor de Chardin et Tokor Wali, mais on a besoin d'être nous-mêmes. On a besoin de nous ressourcer dans nos propres valeurs, d'être des négro-africains, pas seulement par la peau, mais par l'âme. Peau noire, masque blanc, dit Frantz Fanon. On n'a pas besoin de ce masque blanc. On a besoin d'être véritablement des noirs, d'assumer notre noirceur et d'assumer notre identité et de nous positionner dans le monde comme des gens qui ont une contribution à apporter dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Merci beaucoup, professeur. Nous poursuivons avec la 4e image. Alors ici, on voit des bourdes diplomatiques qui ont failli créer des incidents diplomatiques. Donc, on voit Michelle Obama qui met sa main autour du dos de la reine. On voit Jacques Chirac qui touche la reine par le dos et Georges Pompidou qui attrape son bras. Est-ce que ce n'était pas juste pour marquer le moment? Oui, parce que évidemment, aujourd'hui, on en parle. Ça signifie évidemment qu'il y a des maladresses sur le plan comportemental avec leurs répercussions au niveau diplomatique. Alors, c'est toute la rigidité de la vie diplomatique avec tout ce qui l'entoure comme complexité, etc. Et qui fait que des fois, nos gouvernants ont besoin d'avoir un conseiller qui les accompagne, qui leur dit comment vous devez marcher, comment vous devez parler, etc. En fait, c'est un monde avec beaucoup d'artifices. Et après, on a l'impression qu'on devient des machines programmées. Maintenant, si vous voulez, la culture diplomatique, elle n'est pas la même d'une communauté à une autre. Le plus souvent, si vous n'êtes pas préparé, et c'est pourquoi on a toujours des conseillers qui nous préparent à nous mouvoir dans un nouvel espace. Je veux dire, quand je dois aller dans un nouveau pays avec ses réalités, avec ses formalités diplomatiques, il faut que quelqu'un qui est imprégné de ces réalités-là puisse être à mes côtés et me dise, voilà comment vous devez vous comporter, voilà comment vous devez agir, voilà comment vous devez parler. Mais je vous dis simplement, à partir de ce moment-là, nous sommes dans les artifices de la diplomatie, dans la complexité de la diplomatie, avec ses règles, avec ses mesures, avec ses normes, avec ses civilités, que des fois nous pouvons ignorer. Hein. Et à partir de ce moment-là, ça peut créer des incidents. Donc c'est l'exemple de ces images que nous avons sous nos yeux. Ça montre au moins deux choses. La première chose, ça signifie précisément qu'il y a des fautes qui ont été commises. Et que ces fautes ont attiré l'attention du monde sur les artifices de la diplomatie, premièrement. Deuxièmement, ça nous montre évidemment comment nous devons faire preuve de prudence dans les relations avec les autres. Je veux dire, dans la relation avec autrui, nous avons toujours faire attention pour éviter des égratignures inutiles. Des fois, quelqu'un vous donne sa carte de visite, vous mettez la carte de visite dans sa poche arrière, ça signifie pour cette personne-là que vous ne la respectez pas. Vous voyez, c'est une question de culture. Et maintenant, il faudrait que l'autre soit tolérant et qu'il comprenne que si je le fais, c'est pas parce que je ne le considère pas, mais c'est parce que je ne connais pas son registre culturel. Ça veut dire que donc, nous devons construire un monde beaucoup plus tolérant. Nous devons construire un monde dans lequel je dois considérer que quand l'autre fait une erreur, il ne le fait pas volontairement. Comme dit Platon, nul n'est méchant volontairement. Donc, quand quelqu'un fait une erreur, certainement, il ne l'a pas fait volontairement, il l'a fait par ignorance. En conséquence, je dois l'aider à se rectifier, à corriger. Mais encore une fois, nous sommes dans tous les artifices de la vie diplomatique avec ses normes et ses standards, mais que nous ne sommes pas tenus de maîtriser en tout temps et en tout lieu, qui fait que nous avons toujours besoin d'un conseiller à côté de nous, mais que nous avons besoin, dans notre relation avec autrui, dans tous les cas, de faire preuve de beaucoup d'attention. Justement, professeur, est-ce que ces images ne révèlent pas aussi, on va dire, ce manque de formation de ceux qui accompagnent nos dirigeants? Parce que là, on voit que c'est vraiment ce sont des fautes, comme on dit, diplomatiques assez graves, parce que la reine, déjà, on ne salue pas la reine, c'est la reine qui vous salue. Donc, je pense aussi que le protocole est très strict. Est-ce qu'on va pas dire que c'est le manque de formation de ceux qui accompagnent nos dirigeants? Plusieurs possibilités. Le conseiller
où le conseiller, le chargé du protocole peut ne pas être bien formé pour connaître ces réalités, premièrement. Deuxièmement, le responsable lui-même peut être têtu, parce qu'il y a des gens qui reçoivent des conseils, mais qui passent outre ces conseils. C'est des situations qui peuvent être possibles. Et puis après, vous avez des fois le registre culturel dans lequel vous êtes. En fait, des fois, nous avons des réactions qui sont des réactions instantanées. C'est inné aussi. Voilà, nous, habitués à passer là, mais à taper le dos, etc. C'est notre registre culturel. Nous avons grandi comme ça. Vous vous levez un bonjour. Là, ça, vous l'avez fait pendant des années. Pendant même un demi-siècle. Vous avez agi comme ça. Vous avez 50 ans. Et un bonjour, on vous dit, bon, il ne faut pas toucher le dos de l'autre. Vous allez le faire de façon instantanée. C'est un réflexe naturel. C'est un réflexe conditionné, pour parler comme Pavlov. Mais ça se passe comme ça. Et après, c'est pourquoi je dis, de l'autre côté, il faut que les gens fassent preuve de tolérance. C'est pas parce que l'autre a agi d'une certaine manière qu'il peut faire un écart de conduite ou qu'il l'a fait volontairement. Je dois simplement comprendre que c'est son registre culturel qui l'a incliné vers ce type de comportement. Et à part de ce moment-là, je dois être en mesure de tolérer. Ne jugez pas, nous dit Jésus-Christ, et vous ne serez pas jugés. Merci beaucoup, professeur. Nous poursuivons avec une autre image. Alors, professeur, ici, cette image, elle est différente de ce dont on parlait tout à l'heure. Ici, on voit la reine qui danse aux côtés de l'ancien président du Ghana, Kwame Nkrumah, et qui est en compagnie de Nelson Mandela. Et d'ailleurs, faut signifier qu'ils avaient une très belle amitié. Il était le seul à l'appeler ma chère Lizzie ou Lizzie tout simplement. Vos analyses? C'est un espace de franchise diplomatique. C'est comme quand on parle de zone franchise, de zone où la censure est plus ou moins assouplie. Donc, on assiste à cela et vous avez, à part de ce moment-là, une communion entre la reine et un gouvernant africain. Mais l'africanité ici et la danse, on a parlé tout à l'heure de l'humanisme africain. Et cet humanisme-là se contamine. Ce sourire, cet enthousiasme, ça se contamine. Cette danse qui fait partie du sang africain, ça se contamine. Descartes dit « je pense donc je suis ». L'Africain, comme Senghor dit « je danse donc je suis ». Donc, la danse fait partie de nous, ça fait partie de notre être. Et de ce point de vue-là, ce bonheur africain, cette naïveté africaine, cette jovialité africaine, on a tendance à la transmettre à l'autre. Et voilà pourquoi la reine, finalement, s'inscrit dans cet univers-là, parce qu'elle-même a besoin de danser. Et se rend compte finalement qu'on peut rompre les rigidités du protocole et à partir de ce moment-là, nous libérer davantage et nous communier avec l'autre par la danse. Et donc c'est important, cette invite à la danse, cette invite à la joie, cette invite à la vie. Tout se passe comme si la reine serait enfermée dans une sorte d'espace où elle n'a pas la liberté de se libérer, de se défouler, de faire en quelque sorte ce qu'elle veut. Mais avec un espace avec des Africains, vous avez une autre façon de parler. Je suis à peu près sûr qu'on a montré la danse, mais que certainement derrière la danse, il y a un discours beaucoup plus ouvert, beaucoup plus agile, beaucoup plus élastique, moins normé, moins diplomatisé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez un Africain qui vous rend totalement humain. Et donc, qui vous dit, le plus important, c'est le dialogue des cœurs et pas seulement le dialogue des raisons. Ça permet également à la reine d'avoir une autre expérience que ce qu'elle sait autour de la rigueur de tout ce qui est protocole. Absolument. Voilà un moment où elle échappe aux rigueurs du protocole. Voilà un moment où elle échappe à la prison du protocole. Parce que c'est vraiment une prison. Et qu'à part de ce moment-là, c'est une libération. C'est une nouvelle terre. C'est un nouvel espace. C'est un nouveau monde où elle se donne la possibilité de danser, où elle se donne la possibilité de s'esclaffer, de rire, et après, de dire je suis en train de communier avec un cœur. Et c'est pourquoi je disais tantôt que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, les Africains ont quelque chose à apporter. Ce que nous avons à apporter, c'est bien entendu cette intelligence dont nous disposons, mais c'est cette émotion qui nous caractérise en propre, qui fait que quand nous supportons notre équipe de football, c'est avec beaucoup de danse, c'est avec beaucoup de jeux, c'est avec beaucoup de musique. Je crois que c'est cette chose-là que nous avons à donner aux autres, qui leur permet, dans une certaine mesure, de voir la vie autrement. Merci beaucoup, professeur. Alors, nous allons terminer avec vous sur une dernière image. Et ici, on voit un slogan
un slogan Yes We Can qui parle au-delà de la photo. Ici, c'est le président Barack Obama lors de son discours de campagne le 10 janvier 2008. Il y a ce que l'on appelle la programmation neurolinguistique. Madame, si vous avez un enfant et que vous lui dites dès le bas âge que toi, tu deviendras un voyou plus tard, vous mettez ça dans sa tête tous les jours, vous lui dites que vous deviendrez un voyou, il risque de devenir plus tard un voyou, parce que vous l'avez programmé à être ainsi. Vous dites à un enfant dès le bas âge que je crois que toi, tu deviendras un grand responsable dans ce pays. Tu me donnes le profil d'un grand magistrat. Vous êtes en train de préparer un magistrat dès le bas âge. Vous l'avez programmé ainsi, ce que l'on appelle la programmation neurolinguistique. Alors, en disant Yes, we can, on est en train de programmer tout un peuple. En réalité, c'est des gens qui avaient cru pendant longtemps qu'un noir ne peut pas être président de la République aux États-Unis. Mais leur dire que nous pouvons, vous êtes en train de les programmer. Vous êtes en train de leur dire qu'au-delà des chaînes, au-delà des préjugés, au-delà des traditions, des usages, des coutumes, des pratiques historiques antérieures, nous avons la possibilité de rompre tout ça et de vivre une nouvelle ère, de créer un nouvel univers. Oui, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire avec la générosité, avec l'engagement, avec la conviction, et rompre avec toute forme de complexe. Ne pas croire que le noir est inférieur au blanc et que c'est toujours le blanc qui doit dominer, qui doit toujours gouverner. Emancipate yourselves from mental slavery. Nobody but ourselves can free our mind. Donc, l'idée que quelque part, nous avons la possibilité de nous libérer, de libérer nos esprits des chaînes de la servitude et d'être au même niveau en termes d'instance de prise de décision que les autres. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, Obama a inauguré une nouvelle ère qui a libéré pas seulement les Noirs, hein, mais qui a libéré tous les complexés. Effectivement, les mentalités ont changé. Voilà, tous ceux qui nourrissaient des complexes, les minorités qui vivent dans les différents pays, se disent qu'on peut être minoritaire sur le plan numérique, sur le plan démographique, mais on n'est pas minoritaire sur le plan des idées. Ouais. Et c'est cela qui est le plus important. Et donc, il a attiré l'attention de tout le monde là-dessus, que la minorité, ce n'est pas le nombre. La minorité, ce n'est pas le nombre. Et qu'il faut mettre l'accent plutôt sur la qualité de la contribution. Et pour ça, on peut en être capable. Et je crois qu'il a attiré l'attention de tout le monde là-dessus. C'est que oui, nous pouvons le faire. Nous sommes capables de le faire. Et son appel a changé beaucoup de choses. Non pas seulement aux États-Unis, hein, mais dans le reste du monde entier. Vous avez vu après des gens qui étaient jusque-là considérés comme marginalisés, des groupes qui étaient considérés comme minoritaires, des groupes qui n'avaient pas droit à la parole. De plus en plus, ces groupes ont tendance à s'affirmer, à s'exprimer et à dire oui, nous aussi, nous pouvons par le travail, nous pouvons par l'engagement, nous pouvons par l'opiniâtreté. Donc, il suffit simplement d'être armé d'un certain nombre de valeurs pour accéder au firmament du pouvoir. Obama l'a fait. Il est possible que les autres aussi suivent le même chemin. Alors ici aussi, professeur, on voit une force derrière le discours des hommes politiques, que les mots ont un sens et que cela peut impacter ceux qui l'écoutent. Oui, tout à fait. Le monde a été créé à partir du verbe. Le verbe peut avoir un impact sur les gens. Au commencement était le verbe, c'est l'évangile de Jean. Dieu a créé le monde à partir du verbe. Il a dit soit et les choses sont. Le Coran parle de kun fayakun. Quand Dieu parle, ça se produit. Donc, de ce point de vue-là, le verbe, le mot peut avoir un impact, peut avoir un grand impact sur les masses. Hitler a pu subjuguer le peuple allemand à travers le mot. Donc, à travers le langage, à travers le discours qu'il tenait. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, les hommes politiques investissent le langage, au-delà des images dont nous avons parlé, investissent le langage avec des termes qui peuvent être impactants. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est le langage. Ouais. Le plus c'est en fait c'est vos collègues, hein, c'est vos confrères, c'est vos consoeurs qui étaient dans, le Radio 1000 collines, etc., qui à travers le langage ont distillé des messages. Et ces messages ont réveillé un certain ethnocentrisme, quoi. Un certain ethnocentrisme, des gens qui se considèrent comme attaqués, comme bannis, etc., qui ont réagi, et ça a conduit à des émeutes extraordinaires. Donc ça signifie évidemment que le langage des fois peut être dangereux. Un guerrier, dit Napoléon Bonaparte, un guerrier n'a pas peur des armes, il a peur des mots. Des fois, le mot peut être plus blessant que l'arme. Des fois, le mot peut être plus blessant que l'arme. Donc, il y a une fonction magique du langage qui fait que des fois, le mot peut agir sur nous
peut complètement nous désorienter, mais de la même manière, le mot peut être positif. Oui. C'est le cas de Yes We Can. Un mot, il peut nous galvaniser. Un langage, il peut nous galvaniser et nous amener à nous surpasser. Oui. C'est pourquoi le langage de l'entraîneur de l'équipe de football, pas seulement de l'équipe de football, hein, peut-être de toutes les équipes sportives, le langage de l'entraîneur peut galvaniser les joueurs. Oui. Tu vois, vous avez une équipe qui n'a pas la même force que l'équipe adverse, mais grâce au langage tenu par l'entraîneur, vous avez des joueurs qui sont prêts à se surpasser. Effectivement. Donc c'est important de ce point de vue-là, la force des mots, et c'est ce que Obama a montré à travers ce slogan-là. Oui, nous pouvons. Merci beaucoup, professeur. Merci encore d'avoir répondu à nos questions et merci pour vos belles analyses dans notre émission Les Carnets culturels. Merci encore de m'avoir invité dans ces carnets. Le carnet est toujours important parce que c'est là où on consigne les choses importantes. Merci beaucoup, professeur. Nous nous retrouvons tout de suite après le jingle.